vous allez acheter son œuvre et que vous venez l'exécuter dans votre chose, si vous voulez que cet auteur demain puisse prospérer et faire davantage, eh bien, payer des ventes de droits d'auteur. Nous ne demandons pas plus. Nous voulons, à ce niveau-là précis, qu'ils puissent comprendre qu'en payant les redevances, ils encouragent la création, ils encouragent les œuvres de l'esprit. Est-ce que ceux-là pour qui vous défendez, vous comprennent dans votre travail? C'est peut-être aussi un travail à faire parce que, en réalité, beaucoup comprennent. Là où peut-être je peux dire qu'il y a beaucoup d'amalgame, c'est au niveau de l'organisation des spectacles. Bon, l'artiste ne sait pas, ou certains artistes ne savent pas, que lorsque vous devez participer à un spectacle, vous devez faire en sorte que ce spectacle soit déclaré au bureau, au service du droit d'auteur. Ce spectacle doit être déclaré et des redevances payées par l'organisateur de spectacle. Parce que l'organisateur de spectacle, normalement, sait qu'il a un devoir, mais il ne le fait pas. Il prend certains artistes avec qui il veut organiser un spectacle. Et il fait en sorte que les artistes eux-mêmes ne viennent pas vers la structure de droit d'auteur. Bon, maintenant, qui perd en ce niveau? C'est l'artiste qui perd. Parce que la plupart du temps, ces artistes également sont exploités au niveau des spectacles. C'est-à-dire, ils sont informés qu'ils doivent aller donner une prestation. Ils n'ont pas de contrat de prestation. Ils sont pris comme ça sur le volet et ils viennent donner une prestation. Peut-être l'organisateur de spectacle leur dit, bon, je vous donne peut-être 50 000 à la fin ou 100 000 à la fin. Et à la fin, peut-être, l'organisateur leur dit, bon, voilà, après l'organisation, je suis pas rentré dans mes fonds, j'ai eu tellement de difficultés, je peux vous donner 10 000 ou je peux vous donner 20 000. À partir de ce moment-là, c'est l'artiste qui perd. Mais si l'artiste exigeait un contrat de prestation et en amont, ces dispositions sont prises, eh bien, l'artiste serait protégé. Et si l'artiste exigeait, est-ce que vous m'appelez de venir donner une prestation, est-ce que vous avez déclaré votre spectacle auprès du service de droit d'auteur? Si l'artiste exigeait ça, eh bien, tous les organisateurs de spectacle viendraient. Vous voyez. Donc parfois, nous sommes obligés de courir après ces organisateurs de spectacle pour les menacer. Et parfois, certains se fient pas mal et ils font quand même. Parce que notre mécanisme pour interdire ce genre d'organisation passe par la justice et parfois pour obtenir les documents, les autorisations de cessation, etc. Ça fait que parfois on a l'impression qu'on ne se comprend pas, mais je pense qu'avec un peu de sensibilisation, les mois à venir, nous aurons à nous faire comprendre et à travailler plus avec les artistes. Tout à l'heure, vous parlez de la protection de notre culture. On va faire un clin d'œil sur l'importance de la culture pour un pays, l'importance de la culture dans le développement d'un pays, avant de continuer. La culture, elle est très importante parce que la culture est la base de tout développement. Puisque on ne peut pas se développer en dehors de notre culture. Le développement doit être intégré. Et aujourd'hui, vous savez que si vous allez faire un projet dans un village, quel que soit le village, et si vous n'avez pas tenu compte des aspects culturels, vous ratez le projet. Il y a un monsieur qui m'a raconté une histoire, il dit, mais aujourd'hui nous luttons pour la préservation de notre environnement. C'est vrai, nous luttons pour la préservation de notre environnement. Mais nous disons que, par exemple, que les gens utilisent moins de charbon, mais qu'ils utilisent plus de gaz de ménage. Le monsieur me dit, lorsque j'achète du gaz de ménage et que je donne ce gaz à ma femme, à chaque fois que ma femme veut préparer un certain type d'aliment, il préfère le mettre sur le charbon. Et je lui dis, et il lui a dit, mais ma femme, mais pourquoi à chaque fois que tu veux préparer ce type d'aliment, tu le mets sur le charbon? Et elle a dit, si elle prépare ça avec le gaz, ça n'aura pas le même goût. Vous voyez que c'est culturel. Vous voyez, c'est culturel. C'est-à-dire que pour elle, lorsqu'on prépare certaines choses sur du gaz, ça ne donne pas le même goût que lorsqu'on le prépare avec du charbon. Mais c'est un certain nombre de facteurs culturels qui jouent là-bas. Si on ne tient pas compte de ça et que la dame, on le mettait peut-être 2 ou 3 gaz de ménage pour lui dire arrête, on n'aura pas réglé le problème. Elle va de temps en temps revenir au charbon.
Vous voyez. De la même manière que lorsqu'on implante un puits sans tenir compte des secteurs culturels, les gens peuvent abandonner le puits. Tout simplement parce que le lieu qui a été choisi, peut-être c'est un lieu sacré. Vous voyez. La culture fait partie, elle est la base de tout développement. Et c'est à partir de la culture que nous allons développer nos pays. Parce que lorsque on demande aux jeunes de produire davantage, ils produisent à base de quoi? À base de leur connaissance qui est culturelle. À la base de la connaissance, là, c'est la culture qui commence. Et lorsque vous n'avez pas armé ces gens-là, et lorsque vous n'avez pas suffisamment protégé cette culture-là, eh bien, vous allez assister à des jeunes qui peuvent développer des choses, mais qui vont les consommer autre chose. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, vous allez voir l'habillement de certains jeunes, vous allez dire, ah, tiens, ils s'habillent comment, etc. Et voilà. Tout ça, ça vient d'un phénomène culturel, parce qu'il y a un certain délitement de nos valeurs. Et donc ces valeurs sont à protéger pour que les gens sachent que lorsque vous vous habillez de telle façon, vous reflétez votre identité. On peut vous identifier comme venant de temps. Mais lorsque vous vous habillez d'une autre façon, eh bien, vous ne pouvez pas être repéré comme tel. Donc aujourd'hui, cette culture-là est le fondement, le ferment de notre développement. Et nous devons en prendre soin. On parle de développement durable, ne sera pas obtenu. Parce qu'il s'agit non seulement d'obtenir un développement, mais d'obtenir un développement durable. Non pas basé sur l'économie seule, mais basé sur l'ensemble des secteurs en prenant en compte l'environnement, également le secteur social et la culture. Oui, ceci étant, comment pensez-vous que toute la population peut contribuer à ce que nos artistes, nos auteurs puissent connaître aussi dans leur secteur ce développement-là? Oui, au niveau de la population, je pense qu'une population qui est bien sensibilisée, qui comprend la chose, elle-même intervient lorsque certaines choses se produisent qui sont des choses anormales. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de graver les chansons d'un artiste et que vous êtes aguerri dans ce moment, vous lui dites non, saute. Vous lui dites stop. C'est pas bien de faire ça parce que vous tuez le talent de l'artiste. Mais si la population n'est pas suffisamment sensibilisée, elle va se dire oh bon, laissez-le, c'est un gagne-pain que lui aussi il a trouvé, etc. Mais ce gagne-pain-là, est-ce que ça encourage l'auteur? Ça n'encourage pas l'auteur. Est-ce que ça fait du bien à l'artiste? Demain, vous allez retrouver le même artiste et vous allez dire, mais finalement, il a fait de belles chansons, mais il ne se retrouve pas après. Donc tout ça, c'est par rapport à la population et nous pensons aussi que ce travail peut-être va se faire à des niveaux, à des degrés et à des niveaux divers parce que il faut sensibiliser suffisamment la population pour qu'elle sache que lorsque quelqu'un sort du cadre légal par rapport au droit d'auteur, il faut le ramener à chose. Nous avons vu des cas où même certains artistes, lorsque vous les retrouvez par exemple dans des structures comme les bars en train de boire, et que l'agent percepteur du droit d'auteur, l'agent de recouvrement des droits d'auteur arrive et que le barman dit écoutez, je ne vais pas payer, l'artiste dit non, payez parce que justement c'est grâce à ça que nous aussi nous avons notre gagne-pain. Vous voyez. Donc à partir de ce moment-là, quand l'artiste est éveillé et conscient de ça, et quand la population également est consciente de ça, je pense que ça va participer à faire évoluer le secteur. Supposons que tous les responsables des bureaux de droit d'auteur du Parlement se communiquent entre eux. Est-ce qu'à travers vos communications, à travers vos échanges, cette lutte est porteuse dans certains pays au profit des artistes? Il y a déjà cette forme de communication entre les bureaux de droit d'auteur. En Afrique de l'Ouest, par exemple, nous échangeons entre nous, nous partageons parfois certaines expériences et certaines bonnes pratiques. Avec les autres pays, il faut dire qu'ils sont très avancés sur nous. Donc ce qui fait que même si on communique avec eux, on ne peut pas suivre leur mouvement parce que les sociétés telles que la SACEM, ils sont nés dans les années 1800. Alors que nous, notre société de droit d'auteur, par exemple, est née en 1991. Elle est très récente. Nous avons connu les indépendances en 1960 et il a fallu attendre plus de 30 ans pour créer le système de droit d'auteur. Et je pense que c'est petit à petit
que nous allons y arriver. Et c'est grâce aux efforts des uns et des autres, de la compréhension de la population, du public, des artistes eux-mêmes, que nous pouvons travailler ensemble. Aujourd'hui, le secteur des industries culturelles est très peu organisé parce que l'artiste se débrouille lui-même. Lorsqu'il a une idée, il travaille. Et ensuite, il se débrouille lui-même pour entrer en studio, financer lui-même. Ensuite, il va vers les structures de diffusion pour la promotion, etc. Donc, en fait, l'artiste aujourd'hui n'est pas pris en charge. N'est pas pris en charge par rapport à son secteur. Nous, au niveau du service du droit d'auteur, nous travaillons à ce que suffisamment de recettes puissent venir pour que nous puissions rémunérer l'artiste lorsqu'il fait ce travail-là. Et le gouvernement également a pris en charge ce secteur en mettant une politique. La politique culturelle du Togo est née en 2011. Et cette politique, dans son axe 4, je crois, a instauré une sorte de mécanisme de promotion des industries culturelles et créatives. Donc, il appartient aux artistes aussi de s'approprier ce genre d'outils, s'approprier la politique culturelle, s'approprier les textes existants et insérer leurs projets à travers ces textes-là. Et ce n'est pas la peine d'évoluer en vase clos ou de façon individuelle, mais de travailler, de créer des corporations qui sont vraiment solides. Aujourd'hui, Dieu merci, le secteur commence à s'organiser petit à petit. Aujourd'hui, nous avons une fédération togolaise de la musique qui rassemble l'ensemble des filières qui se sont regroupés en fédération, et de la même manière nous pensons que tous les secteurs doivent s'organiser, et c'est en s'organisant que parfois le gouvernement vient en aide. Je pense que cela peut aboutir à de meilleurs jours. Monsieur Komlan et Yido Mele, lentement mais sûrement, nous sommes en train d'aller vers la fin du temps qui nous a été imparti. Mais avant la dernière question, si on vous posait la question, comment se porte l'industrie culturelle de notre pays, que direz-vous? L'industrie culturelle du Togo n'est pas encore très organisée. Il y a des maillons qui manquent, il y a un certain nombre de choses qui manquent, un certain nombre de mécanismes aussi à mettre en place, et nous souhaitons que cela se fasse. Tous les acteurs doivent travailler ensemble. Nous savons que la création fait appel souvent à un travail individuel. Pour créer, on n'a pas besoin d'être ensemble. Mais à partir du moment où nos intérêts sont en jeu, il faut fédérer les énergies pour travailler ensemble. Nous pensons que c'est vraiment à ce niveau-là que les choses pourront marcher si jamais tout le monde acceptait de collaborer à faire avancer cette œuvre-là. Je vais vous demander de faire des propositions. Vous avez commencé déjà pour que notre industrie culturelle sorte de l'ornière. Que direz-vous en dehors de ce que vous avez dit? Bon, je pense que pour faire sortir notre industrie culturelle, il faut faire en sorte que les mécènes, parce qu'il y a quelques mécènes aujourd'hui qui s'intéressent au domaine et qui financent. Les mécènes peuvent vraiment s'organiser et créer une organisation de mécènes, par exemple. Cette organisation de mécènes peut peut-être solliciter certains appuis de l'extérieur, de partenaires de l'extérieur. Et il y a le secteur de la production carrément qui est un maillon aussi faible parce qu'il n'y a pas vraiment de maisons de